Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Active Zen avec Pierre-Alexandre Nicolas. Donc certains d'entre vous connaissent puisque nous avons eu l'occasion et la chance de parler de l'eau et de l'importance de l'eau dans notre alimentation pour notre santé et notre bien-être. Aujourd'hui, j'ai demandé à Pierre-Alexandre Nicolas de nous parler de géobiologie et de formes géométriques sacrées, donc la géométrie du vivant et du sacré, car c'est aussi une autre de ses passions et je le sais très avancé dans ce domaine, donc je vais lui laisser la parole. Et bien sûr, je vais demander de nous aider, de vous aider à trouver des sources fiables, parce que sur Internet, il y a des choses formidables. Il y a aussi beaucoup d'inepties, donc c'est toujours mieux d'avoir je dirais, non pas un expert, parce que ça fait prétentieux, mais quelqu'un qui connaît bien le sujet pour l'avoir expérimenté depuis très longtemps, pour nous aider sur ce chemin. Voilà. Pierre-Alexandre Nicolas, je te remercie d'être là une nouvelle fois et de nous présenter donc, ta passion, la géobiologie et peut-être un peu l'alchimie, si tu le souhaites. Voilà, donc peut-être qu'on en parlera aussi. Voilà, donc c'est vrai que bonjour à tous déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter. Donc je suis Pierre-Alexandre Nicolas. C'est vrai que la géobiologie, c'est une partie de mes activités professionnelles également. Et c'est vrai que je suis passionné depuis tout petit par les lieux sacrés. Et c'est notamment une passion que je dois aussi à mon papa, en fait, qui lui a suivi un peu un enseignement sur ce sujet, avec quelqu'un qui était un peu druide, un peu chaman, et dans les années 80, il a suivi un peu tout ce qu'il enseignait. Et c'est devenu à tel point une passion pour lui que à chaque fois qu'on partait en vacances, il fallait toujours aller dans l'église paumée, on ne sait pas où, trouver le menhir perdu au fin fond de la forêt. Et donc voilà, essayer de se connecter aux énergies de ces lieux, de les comprendre et de ressentir, et puis de s'apercevoir que ce sont des lieux où on peut se recharger. Et c'est vrai que moi j'ai vécu un petit peu toute ma jeunesse comme ça, en allant à droite, à gauche sur des lieux, notamment, il y a un lieu qui était vraiment l'un de ses lieux favoris, c'était la cathédrale de Chartres. Et donc il y avait un rituel, en fait tous les ans il fallait qu'on aille au solstice d'été à la cathédrale de Chartres, la visiter, regarder les symboles, regarder les énergies, essayer de comprendre des petits bouts qui à chaque fois se rajoutaient en fait à un immense puzzle qui permettait de comprendre l'énergie de ces lieux. Donc voilà pour la petite histoire en fait, comment j'ai commencé dans ce cadre de la géobiologie sacrée. Et puis c'est véritablement devenu une passion pour moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi aussi, quand je vais quelque part, j'essaye toujours d'aller sur des lieux qui sont un petit peu particuliers, même en vacances. On emmène notre petite fille maintenant sur ces lieux, donc un peu comme je le faisais avec mon père quand j'étais plus jeune. Voilà. Et alors c'est vrai que une des spécificités pour moi, en fait, ça a été de voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au fin fond des forêts ou dans des églises qui sont perdues un peu n'importe où, et que même dans les grandes villes, en fait, il y a une architecture énergétique sacrée qui existe. Et c'est ça, en fait, qui a été peut-être l'une des premières recherches pour moi, notamment au niveau de la ville de Paris, de voir qu'il y avait un maillage énergétique qui existe sur la ville de Paris et que la cathédrale est, on va dire, sur un nœud de ce maillage, mais autour de la cathédrale, autour de Notre-Dame de Paris, on va retrouver un certain nombre d'églises qui sont aussi sur ces lignes. Et on peut très bien encore aujourd'hui aller dans ces églises, se recharger, retrouver une vitalité, retrouver une énergie. Que l'on soit croyant ou pas. Que l'on soit croyant ou pas, parce qu'à l'origine, en fait, ce sont des lieux d'énergie, ce ne sont pas forcément des lieux de religion en tant que tels. Ce sont plutôt des lieux, on va dire, de reconnexion. La religion, c'est plutôt dans le sens de se relier en fait à des forces qui nous dépassent. C'est pas forcément de se relier à tel dieu ou tel machin ou tel bidule. Non, c'est plutôt en fait, il y a des forces, il y a des énergies qui sont présentes dans ces lieux. Et on peut encore aller sur ces lieux. Bien sûr, si on prend l'aspect historique, par exemple pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y avait un temple qui était dédié à Jupiter autrefois, puis avec la colonne des Nautes notamment, et puis après il y a eu effectivement une église qui s'y est implantée dessus, et peut-être qu'avant il y avait un autre temple en fait qui était à une époque celtique,
voir une époque peut-être plus reculée, à l'époque du néolithique, donc avec des menhirs ou des dolmens qui étaient sur cet emplacement. Et c'est vrai que si on comprend en fait que ce sont des lieux de force, des lieux d'énergie, on peut comprendre aussi que les anciens ils aient choisi de mettre leur temple à cet endroit-là et pas à côté. Donc on assiste à un empilement de temples souvent au même endroit, dans ces nœuds énergétiques. Tout à fait. Où là on a donc une vibration particulière. Mais si moi je ne ressens aucune énergie, si je suis sensible à rien, entre guillemets, est-ce que j'aurai un bénéfice à me rendre dans un de ces lieux? Tout à fait. C'est pas parce que, j'allais dire, on a perdu par exemple le sens du goût, que quand on boit, on va dire, une eau de qualité ou quand on prend des éléments de qualité, ça n'a pas un impact sur notre santé. Absolument. Avoir perdu le sens du goût, en fait, eh bien, n'est pas dépendant ou lié avec les bienfaits en fait, qu'on peut avoir. Pour la géobiologie, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'on n'a pas des sensations particulières, bien sûr, on peut les développer. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et moi, je pars du principe que, eh bien, tout à chacun, en fait, eh bien, on peut vraiment développer son ressenti, son sixième sens, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir capter un peu les énergies, les informations des lieux. Moi, très souvent, je fais l'analyse, ou plutôt le parallèle entre la géobiologie et l'œnologie. C'est vrai qu'on a tous le sens du goût plus ou moins développé. La première fois en fait, que quelqu'un va goûter un vin, par exemple, eh bien, il ne va pas forcément pouvoir reconnaître des arômes qui sont dedans. Et puis, petit à petit, en fait, on apprend à développer, à retrouver certains arômes, le goût d'amande, les goûts de fruits rouges ou des choses comme ça. Et bien, la géobiologie, c'est exactement la même chose. On arrive dans un lieu, il y a des moments, parfois, où on ne se sent pas bien, où il y a des lieux dans lesquels on se sent très bien, au contraire. Alors le paradoxe, c'est qu'on est plus sensible aux endroits où on ne se sent pas bien, où on sent que l'atmosphère est lourde, où on a froid, on sent c'est intuitif. Ça, en général, on le sent assez bien, même si on n'est pas connecté ou branché sur les aspects spirituels. Par contre, il est plus délicat, plus difficile de reconnaître les endroits où, justement, qui sont des endroits positifs pour nous, où on peut s'installer, méditer, et ainsi de suite. C'est quand même étrange d'avoir cette sensation plus forte dans un sens que dans l'autre. C'est vrai que parfois on est plus gêné par ce qui est gênant. Et quand ça ne nous gêne pas, en fait, déjà, le fait d'être bien dans une ville aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Moi, je le vois dans le cadre de la géobiologie, très souvent, les gens sont dans des appartements, ils sont traversés par des ondes, des voisins, par tout un tas de choses. Absolument. Et tout ça, en fait, fait que quand on trouve un lieu dans lequel on se sent déjà un peu mieux, c'est déjà pas mal. Mais après, c'est vrai qu'il y a vraiment des lieux dans lesquels on peut aller se recharger, on peut se revitaliser, on peut retrouver vraiment quelque chose. Par contre, il y a aussi, on va dire, une tradition, il y a un parcours. Il y a des auteurs en fait anciens qui sont assez intéressants, qui ont expliqué, on va dire, cette approche traditionnelle qui vient peut-être, on va dire, de temps antiques, de temps païens. Moi, il y a un auteur en fait, qui m'a beaucoup touché, qui est Henri Vincenot. Henri Vincenot, en fait, qui a écrit notamment Les Étoiles de Compostelle et qui a écrit un autre livre, en fait, qui est Le Pape des escargots. Et dans ce Pape des escargots, en fait, il décrit le parcours d'un tailleur de pierre, puisque ce sont les tailleurs de pierre qui vont sculpter les églises, les cathédrales, et il explique en fait, l'initiation, le parcours initiatique de ce tailleur de pierre. Et en fait, petit à petit, ce tailleur de pierre va être initié par quelqu'un qui lui explique les principes énergétiques qui sont derrière les églises et les cathédrales. Henri Vincenot, ça a presque un siècle dans ses écrits, on va dire. Et après, il y a plus d'un siècle, en fait, il y avait une connaissance traditionnelle qui se transmettait de bouche à oreille, qui se transmettait dans le compagnonnage notamment. Et ces traditions, en fait, elles expliquent que quand on va dans une église ou dans une cathédrale, il y a un parcours énergétique. Il y a un cheminement. On rentre pas n'importe où, n'importe comment. Il y a en fait très souvent ce qu'on va appeler une pierre de touche, une pierre en fait qu'on va toucher au moment où on va rentrer à l'intérieur de l'édifice. Après, il y a un cheminement qui se fait dans l'édifice qu'on peut décoder, qu'on peut
peut essayer de lire les symboles. Et si on fait correctement ce parcours, si on va se positionner au bon point, aux bons endroits en suivant le chemin correctement, ben là, il y a des choses qui peuvent réellement se passer. Seulement, aujourd'hui, effectivement, on a perdu un peu toutes ces traditions orales, populaires, et malheureusement, la plupart des gens ne savent plus ce que c'est que ce parcours du pèlerin, ou ce que Henri Vincenot, justement, appelait le petit labyrinthe dans les églises. Donc là, effectivement, pour l'avoir vécu, c'est un cheminement. Et dans ce cheminement, ce que j'en ai vécu, c'est l'élévation de mon taux vibratoire et le sentiment toujours de me sentir de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'à un moment, le mental cède. Et ça, c'est très intéressant quand on suit ce parcours, effectivement, dans une église, dans une cathédrale, dans une église, c'est plus facile. Il y a un moment où on a juste envie de se poser. On est comme hors du temps, de l'espace, on sent cet endroit, on sent que c'est l'endroit où il faut se poser. Et après, on part dans une forme de méditation de pleine conscience, mais sans aucun effort. Tout à fait. On est transporté et on pourrait rester des heures sans bouger, tellement on se sent bien. Et c'est là que j'ai compris que l'Église n'était pas seulement un livre de pierre qui contient des secrets de l'alchimie et autres, mais c'est aussi une machine à voyager dans le temps et dans l'espace et à voyager dans sa conscience, donc à connecter à autre chose. Certains auteurs disent en fait que les églises sont véritablement des athanors, donc c'est le four alchimique qui nous transforme. Oui. C'est-à-dire c'est dans le cheminement en fait qu'on fait à l'intérieur de l'église, et bien la matière première c'est nous. On va être transmuté quelque part par le cheminement qu'on y fait, par l'intention qu'on y met. Et c'est vrai que en restant sur certains points, en fait, effectivement, on est dans un état de méditation naturelle. Absolument. Dans l'instant présent, on oublie en fait le passé. Et la plupart des gens, d'ailleurs, quand ils vont dans les églises et dans les cathédrales, déjà la première chose, c'est qu'ils perdent la notion du temps. On ne sait plus combien de temps on y était. Si en fait, le lieu a une résonance, s'il y a une vie, en fait, s'il y a quelque chose qui est à l'intérieur, très souvent, c'est ce qui se passe. En fait, on perd cette notion de l'espace et du temps, et ce qui fait en fait que on se reconnecte à autre chose. Et après, quand on connaît encore plus la façon de parcourir ces édifices, et là, en fait, c'est vraiment que du bonheur, où là, il y a vraiment des choses magnifiques ou des synchronicités, en fait, qui peuvent se passer. Et en tout cas, ça nous aide, moi, ça m'aide, et puis depuis des années que j'explique aux personnes comment faire les parcours au niveau de ces lieux, je vois que ça aide aussi beaucoup de personnes. Alors effectivement, donc, tu as un peu cette mission de guide, on va dire, et d'enseignant, au travers de la géométrie sacrée, des édifices sacrés. Tu as même écrit plusieurs ouvrages, donc là j'en ai un, Les énergies de la cathédrale de Lyon, qui est un des ouvrages donc, de Pierre-Alexandre Nicolas. Il y en a d'autres, bien sûr. Et c'est un beau voyage qui explique effectivement de quelle manière les anciens avaient, je dirais, de manière scientifique, clairement, organisé la construction de l'Église pour que ces énergies soient concordantes avec les énergies humaines, où là on retrouve le principe bien sûr des chakras, des vortex, des connexions. Voilà, je vous laisserai le soin de découvrir tout ça, c'est passionnant. Et je vais laisser Pierre-Alexandre Nicolas nous en dire un peu plus sur ces aspects-là que les anciens connaissaient parfaitement et qu'ils ont voulu immortaliser dans la pierre. Alors disons qu'aussi ce livre, c'est peut-être aussi une redécouverte pour moi. Le fait d'étudier les lieux sacrés, les églises, les cathédrales, ça permet à rebours justement d'essayer de retrouver ces principes qui étaient connus des anciens et parfois de découvrir des choses qui sont exceptionnelles. En fait, il y a parfois des points ou des éléments qui vont unir, alors notamment dans ce livre, pour moi c'est une synchronicité qui a été assez exceptionnelle, c'est que j'étudiais la cathédrale de Lyon, la cathédrale Saint-Jean, et à un moment donné, en fait, j'étais sur un point précis que j'avais calculé, et les cloches se mettent à sonner. Et là j'ai senti une énergie en fait me monter le long de la colonne vertébrale, quelque chose d'assez exceptionnel, et je me suis dit, mais tiens, c'est assez étonnant, c'est la première fois que je sens ça, et de me dire, mais il y a une connexion avec les cloches. Les cloches, en fait, des églises et des cathédrales vont activer, en fait, une énergie, activer des forces qui activent aussi des chakras en nous et ces énergies. Et j'avais jamais perçu ça comme ça,
mais ça veut dire aussi, en fait, que quand on va à des moments clés, à des moments précis, que quand il y a des cérémonies ou des rituels qui se font, si on est placé au bon moment, aux bons endroits dans l'édifice, eh bien là, ça peut véritablement, j'allais dire nous faire décoller, mais en tout cas nous reconnecter avec autre chose et agir profondément sur nous. Ça, j'en suis convaincu. J'ai eu la chance de vivre ces événements, enfin, ces émotions dont tu parles. Ce sont des émotions très fortes. Hein. Quand on parle de montée, alors bien sûr, on peut parler de montée de Kundalini, certes, mais c'est plus fort que ça. Il n'y a rien de plus fort que la montée de Kundalini, mais c'est très émotionnel en fait. Donc ça vous dépasse, ça vous transcende, ni plus ni moins, et ça vous met dans un état de, comment dirais-je, d'humilité extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez violent quand on s'y attend pas, parce que ça ouvre ce chakra du cœur, donc cet amour inconditionnel, et vous êtes totalement transcendé. Et on reste comme ça, perturbé, les larmes aux yeux pendant de longues heures. Hein. C'est pas juste une petite expérience en passant. Donc moi je suis ravi que tu me parles de ça, je ne pensais pas en parler, mais effectivement ça fait partie des beaux cadeaux que nous offrent ces édifices. Alors on peut aussi les comparer à des instruments de musique, puisque nous sommes nous-mêmes des instruments de musique, et on a affaire, quand on entre dans un lieu comme ça, un lieu sacré, à une espèce d'accordeur, je ne peux pas trouver un autre mot, qui nous aide à nous accorder et à entrer en résonance donc, au diapason de l'édifice. Tout à fait. Et c'est vrai que ces lieux, quelque part, ils vont nous remettre en accord aussi. Exactement. Accorder, c'est tout à fait ça, en fait, dans ce sens. Moi, je vois, en fait, notamment, il y a un livre qui m'a beaucoup intrigué, que mon père avait acheté, qui était d'un maître d'œuvre dans les années 1920-1930, qui a fait toute une synthèse entre tous les temples de la planète. Donc ce maître d'œuvre a été visiter des temples en Chine, en Égypte, il a été en Inde, il a été un peu partout, et il a essayé de montrer que l'art des cathédrales qu'on a aujourd'hui, eh bien, il est exactement le même en fait que ces arts des autres temples. Et pour lui, notamment il y a une planche que j'ai remise d'ailleurs dans le livre sur les énergies de la cathédrale de Lyon, où il fait le parallèle entre les chakras et la cathédrale. Et c'est vrai que dans la tradition des cathédrales, on appelle ça plutôt les orbes des planètes, c'est-à-dire qu'on va retrouver 7 points particuliers qui sont dans l'axe de la cathédrale ou de l'église, et qui vont résonner en fait, sur des notes de musique, qui vont résonner en fait sur des vibrations, sur des énergies, qui étaient en fait vraiment la musique des sphères dans l'idée des architectes antiques. Et Petrus Talmarianus, puisque c'est le nom de l'auteur, qui avait écrit le livre, son livre ça s'appelle L'architecture naturelle, donc fait le lien avec les 7 chakras. Et c'est vraiment étonnant en fait de voir une forme d'universalité des architectes, de la conception des choses, la compréhension des choses, et qui fait en fait que tous les temples se ressemblent, mais il y a aussi une architecture invisible qui est derrière ça. Et cette architecture invisible, elle va être en lien avec les forces de la Terre d'un côté, c'est-à-dire ce qui se passe dans le sous-sol, les failles, les cours d'eau, ce qui va faire qu'il y a des points d'énergie. Les veines de minerais. C'est ça, les veines métalliques qu'on peut avoir. Tous ces éléments-là participent en fait quelque part à ce qui va se passer au-dessus. Et aussi, en fait, on va dire les forces du ciel, avec notamment ce qu'on appelle les réseaux sacrés, qui sont des réseaux d'énergie, des lignes de force. On pourrait faire le lien presque avec l'acupuncture. C'est comme si, en fait, la Terre était traversée de lignes d'acupuncture, de méridiens d'acupuncture, comme nous sommes traversés, en fait, de méridiens d'acupuncture. Et bien, quand on plante, en fait, une aiguille sur le bon point de notre méridien d'acupuncture, il y a des choses qui se passent. De la même manière, quand on va placer une église sur le bon méridien d'acupuncture au bon point, et ben, quand on est à cet endroit-là, il y a quelque chose aussi qui se passe. Ça fait écho au sentiment que j'ai moi depuis très longtemps, c'est que la Terre est un être vivant. Tout à fait. Qui a sa propre conscience et sa propre sensibilité. Et c'est vrai que de visiter comme ça, en conscience des lieux sacrés, que ce soit une église, un dolmen ou un lieu sacré quand je suis en vacances, je ressens toute cette filiation cosmotellurique et cette énergie vivante de la Terre. Et cette énergie vivante, elle a une rémanence, donc une vibration avec laquelle on peut entrer en contact. Et ça, c'est le côté vraiment extraordinaire
de l'expérience qu'on peut faire dans des pèlerinages ou ailleurs, on se rend compte que non seulement la terre est vivante, mais elle nous parle et elle cherche à communiquer avec nous. Et elle le fait uniquement quand on est présent dans l'instant et que l'on fait taire le mental. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à percevoir ce qu'elle souhaite nous dire de nous-mêmes, sur elle, sur la vie en général et sur ce qui nous entoure. Alors bien sûr, là on est dans un aspect spirituel, de ressenti, donc très très personnel, mais la question que je me pose c'est est-ce qu'il est possible pour des gens qui démarrent, qui sont des béotiens, en t'accompagnant, en suivant tes groupes, de connecter ces réalités-là, de les ressentir, et est-ce que ça va les transformer, est-ce que ça va aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à connecter des vérités, leur vérité, et à connecter ce lien intime que l'on a avec le vivant, et en l'occurrence avec la Terre? Déjà, en fait, si ça permet de se reconnecter intérieurement, je trouve que, voilà, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui peuvent se passer. Le fait de voir après autrement les villes. Moi, ça fait presque 20 ans, en fait, pour la petite histoire. Donc, mon père avait pris l'habitude, en fait, de prendre un peu des groupes pour les emmener visiter des lieux sacrés, et notamment à la cathédrale de Chartres. Et puis, un jour, il n'avait pas forcément envie d'y aller. Et il m'a dit, mais bon, écoute, ça fait des années que tu me suis. Maintenant, tu vas prendre le groupe là qui est prévu et donc tu vas aller à la cathédrale de Chartres. Et donc ça a commencé un peu comme ça pour moi. Et ça remonte maintenant à une vingtaine d'années. C'est vrai que depuis que j'organise un peu ces visites en fait et que j'anime au niveau de ces groupes, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais maintenant je ne vais plus jamais voir autrement, avec un regard béotien, si on peut dire, ni les villes, ni les églises, ni les cathédrales. Et pour moi, en fait, en tout cas, c'est quelque chose qui est important, parce que ça a permis d'ouvrir la conscience à autre chose, et ce qui fait que les gens aussi, ils s'éveillent à d'autres énergies, à d'autres choses. Et pour moi, en fait, ces églises et ces cathédrales, c'est vraiment, on va dire, une approche d'éveil à l'énergie de la Terre, à l'énergie en fait de ces lieux sacrés, et qui fait en fait que la plupart du temps les gens sont dans une ville ou dans un village, ils n'ont même peut-être pas été voir l'église de leur village, ou peut-être en fait ils savent même pas qu'à 5 ou 10 km de chez eux il y a un menhir ou il y a un arbre remarquable avec des légendes ou avec des traditions anciennes. Et quand on se reconnecte à tout ça, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour vivre des expériences extraordinaires. C'est vrai que très souvent, en fait, on se projette en disant, voilà, je vais aller visiter la cathédrale de Chartres, ou je vais aller visiter en fait un lieu qui est extraordinaire. Je vais aller en Égypte. Oui, ou à Jérusalem, ou voilà, dans des lieux qui sont extrêmement loin, mais peut-être que juste à côté de chez soi, on a un petit lieu qui est assez extraordinaire et qui est assez mystérieux et qui peut aider en fait à s'éveiller. Et moi, c'est un petit peu là-dessus en fait. Je mets l'accent aussi dans les visites que j'organise. C'est le fait en fait que j'essaye de donner des clés pour que chacun puisse après aller dans son église de son village ou revenir en fait sur les lieux qu'on visite, notamment au cours du parcours que j'anime sur la ville de Paris. Donc retrouver ces lieux et puis s'apercevoir qu'on n'a pas forcément besoin d'aller. Moi j'ai encore des personnes par exemple qui sortent de leur travail à Paris, ils vont passer 5-10 minutes en fait dans l'église Saint-Séverin s'ils ne sont pas très loin ou ailleurs, et ça leur permet de se déconnecter de leur journée de travail, de retrouver en fait une énergie, de se revitaliser et puis d'arriver chez soi avec la pêche et non pas on va dire avec le moral dans les chaussettes, comme certains l'ont malheureusement. Alors effectivement, tu évoques une église qui est chère à mon cœur, l'église Saint-Séverin, où je vais régulièrement. Et alors, c'est pas la seule, il y a Saint-Julien-le-Pauvre, il y a pas mal d'églises comme ça dans Paris, qui sont de véritables pépites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe, c'était mon cas à l'époque où j'étais dans la vie active, entre guillemets, où je passais beaucoup de temps à faire du sport, à faire de la méditation, à essayer d'évacuer la surcharge de stress en fait, que j'avais accumulée, les frustrations, les contrariétés de la journée. Et j'ai découvert bien plus tard, lorsque j'ai arrêté tout ça, que finalement, il était beaucoup plus simple de s'installer dans une église, au bon endroit, là c'est une question de ressenti bien sûr, ou de connaissance, et d'y rester un quart d'heure, les yeux fermés,
Et l'on peut récupérer comme ça d'une journée de stress en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, en étant simplement installé, les yeux fermés et en respirant calmement. Donc pas de médicaments, pas de gym, de gymnastique, de quoi que ce soit, ou de sport intensif, pas de technique sophistiquée, de lâcher prise, de prise de tête. Surtout pas, installez-vous dans un endroit énergétique et vous ferez descendre la pression. Et en plus de cela, vous aurez accès à de l'information. C'est-à-dire qu'avec un mental apaisé, l'intuition peut arriver et vous aider à solutionner des problèmes que vous n'auriez pas résolus aussi facilement si vous étiez resté dans cette dynamique de stress qui consiste aujourd'hui, de nos jours, à remplacer un stress par un autre. Tout simplement. Et c'est une erreur stratégique puisque ce n'est pas comme ça qu'on arrive à trouver la bonne solution. L'idée, c'est juste de prendre ce stress et de le mettre au bon endroit. Et laisser cet endroit repolariser et libérer ce stress. Quand ce stress est libéré, l'information arrive naturellement. Tout à fait. Il y a vraiment des lieux qui permettent de se décharger, je dirais, exactement, de son stress, des choses qu'on accumule au cours de la journée et qui permettent de reprendre en fait une certaine énergie, une certaine vitalité. Et c'est vrai que si tout le monde faisait ça un peu tous les jours, le monde s'en porterait largement mieux. Puis aussi, peut-être qu'il y a une petite chose qui est quand même assez intéressante, c'est que dans chaque tradition, on peut trouver des lieux sacrés. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une église. Moi, je vois en fait, sur la ville de Lyon, il y a des lieux qui sont extrêmement neutres, en fait, qu'on peut retrouver, par exemple, à Lyon, il y a les théâtres gallo-romains. Et au niveau des théâtres gallo-romains, on retrouve un point d'énergie qui est assez intéressant et sur lequel, en fait, on peut se recharger, on peut se revitaliser. Et là, on est, j'allais dire, hors religion, si on peut voir ça comme ça. C'est important, il y a des gens qui ont du mal à rentrer dans une église, bien évidemment. Tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout à fait possibilité de trouver des lieux un peu partout où on peut se recharger. Par exemple, tu parlais de Saint-Julien-le-Pauvre tout à l'heure. Pour moi, il y a l'arbre qui est juste à côté de Saint-Julien-le-Pauvre. Et donc, malheureusement, il est un petit peu, il est très vieux. C'est le plus vieil arbre de Paris. Mais il est placé aussi sur un point remarquable. Et c'est vrai qu'il y a une énergie aussi qui s'en dégage. Et on peut trouver tout un tas d'arbres qui vont permettre aussi de redonner une vitalité, de redonner une énergie au niveau des personnes. C'est vrai que c'est une tradition des arbres en fait qu'on a perdue. Il y avait aussi les traditions des fontaines. Autrefois, les fontaines sacrées, le fait de boire de l'eau, le fait de se poser, on va dire, à côté de ces lieux, c'était très souvent sur des lieux aussi qui rechargent, qui revitalisent. Et là, il n'y a aucune connotation, on va dire, religieuse dans le sens culturel ou cultuel en fait du terme. Donc là, ça fait beaucoup de possibilités qui sont offertes à Paris et ailleurs, bien sûr, pour se reconnecter à soi, à la nature, à la vie. Et dans le cadre des accompagnements de Pierre-Alexandre Nicolas, toi, tu prévois de refaire, je dirais, un chemin découverte de la géométrie sacrée, de la géobiologie sur Paris. À quelle période? C'est ça, en mai, en fait, le 5 et 6 mai, donc c'est 2 jours, parce qu'en 2 jours, ça permet de voir... juste comme ça. Alors, en 2 jours, en fait, on commence au niveau de la Tour Saint-Jacques, avec l'aspect de l'histoire de la Tour Saint-Jacques. C'est aussi un point de départ des pèlerins de Compostelle qu'on avait autrefois. Donc ensuite, en fait, on passe par la rue Nicolas Flamel. Ça, on ne peut pas la louper. C'est aussi un thème, en fait, qui est très important. Moi, j'essaye de combiner mes visites, en fait, entre alchimie, symbolisme, énergie. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect de l'alchimie, en fait, qui n'est pas épargné au cours de cette visite. Donc du coup, en fait, on continue sur Saint-Nicolas-des-Champs, l'église Saint-Nicolas-des-Champs. On passe aussi au niveau de la fontaine du Verbois, donc qui est la rue du Verbois, en fait, qui est assez intéressante. Il y a une symbolique alchimique qui est assez importante. Parmi en fait les lieux qu'on visite aussi, on fait la cour carrée du Louvre, on fait Saint-Germain-l'Auxerrois, on fait la cathédrale Notre-Dame de Paris. On fait Saint-Séverin, bien sûr, on fait Saint-Étienne-du-Mont, donc c'est là où il y a eu Sainte-Geneviève qui a été enterrée, donc il y a toute une partie là-dessus. Il y a aussi toute une symbolique avec les vitraux qui sont derrière.
Il y a toute une histoire autour de ça, en fait, qui est assez exceptionnelle. Donc aussi au niveau de la visite, en fait, on fait les jardins du Luxembourg. Il y a une symbolique aussi qui est cachée dans les jardins du Luxembourg. Et on finit en fait par l'église Saint-Sulpice, qui est aussi en fait une église assez exceptionnelle, qui passe sur la méridienne de Paris, en fait, enfin la méridienne du Louvre. Il y a plusieurs méridiennes en fait au niveau de la ville de Paris, c'est ça aussi qui est intéressant. On aborde ce côté symbolique en fait de la ville, avec des lignes de force qui traversent la ville. Et c'est vrai que la méridienne en fait, qui passe par le Louvre, eh bien, elle passe par Saint-Sulpice. Et donc il y a aussi toute une symbolique très très particulière au niveau de Saint-Sulpice qu'on aborde et qui est assez étonnante. Donc voilà, c'est un peu tout le parcours qui est prévu. Alors bon, il y a des petits cadeaux en fait, qui sont faits entre chaque lieu, parce qu'il y a des petits symboles en fait, et j'amène les gens à aller voir des points particuliers, des zones un peu précises. Donc j'en dévoile pas plus, mais c'est des petits cadeaux en fait, qui sont à l'occasion de ce parcours. Donc là, les gens vont pouvoir accéder à la connaissance. Tout à fait. Et à l'expérimentation personnelle, physique, émotionnelle peut-être. C'est ça. En fait, c'est véritablement ça. C'est le fait d'aller directement dans les lieux. J'aurais tendance à dire la théorie, elle est faite sur place. J'ai pas voulu faire un truc où on est dans une salle, en fait, on fait une partie théorie, et après on va sur les lieux. Non, tout est fait, j'allais dire, comme un pèlerinage. C'est pour ça qu'on commence à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'idée, c'est aussi, à un moment donné, de faire lâcher le mental pour que le corps se mette à ressentir, à percevoir. Et c'est pour ça, en fait, qu'on fait que de la marche à l'occasion de ces journées découvertes. On va de lieu en lieu en marchant et on va expérimenter sur place. Et effectivement, il peut y avoir parfois aussi des émotions qui se lâchent. Il y a un ensemble de choses qui sont perçues. Et l'idée, en fait, c'est de reconnecter le corps avec le cœur, avec la sensation directe d'un certain nombre de choses. Et voilà, beaucoup de personnes ont l'occasion de découvrir Paris, en tout cas autrement, avec un autre regard. Et c'est en tout cas l'objectif que je me fixe. Bon, voilà un bon week-end à organiser. Donc là, les personnes vont bénéficier d'une expérimentation directe, de la connaissance de la géométrie sacrée, bien sûr, pas mal d'alchimie, parce que je crois que c'est une passion chez toi, l'alchimie. Tout à fait. Voilà, mais on n'en dira pas plus. Une prochaine fois peut-être. Donc les dates de cette visite 5 et 6 mai, en 5 fait. Et 6 mai, d'accord. Voilà, j'ai attendu que ce soit un peu quand même les beaux jours, parce que quand il fait bon, déjà il fera un peu plus chaud, parce que là on arrive sur la période de l'hiver, et c'est vrai que les périodes froides, en fait, c'est pas forcément très agréable, surtout pour les gens qui n'ont pas pris l'habitude de marcher. Donc il y aura un document à la fin de... Alors, il y a toujours un petit livret en fait qui est transmis à l'occasion de la visite, qui reprend des points clés. Il y a des principes de géobiologie sacrée, donc on fait des expérimentations avec des baguettes, donc il y a un ensemble de choses qui sont présentées en fait et qui visent à donner un certain nombre de clés pour que après chacun puisse en bénéficier et pouvoir aussi l'utiliser ailleurs. Ok. Donc voilà, vous allez peut-être avoir la chance de découvrir la géobiologie et la géométrie sacrée avec Pierre-Alexandre Nicolas. Donc je vous donnerai les coordonnées sur la vidéo comme toujours pour que vous puissiez le contacter en direct et organiser votre super week-end à Paris avec de la connaissance, du ressenti et peut-être un autre niveau de conscience. Ça serait un beau cadeau. Voilà, mais en tout cas, merci à tous. Et bon, je vous souhaite de découvrir, en tout cas, même si vous ne le faites pas avec moi, mais d'aller découvrir vraiment les lieux sacrés qui sont à côté de chez vous. Ça apporte véritablement un plus pour le bien-être de chacun. Donc si vous avez besoin de références, vous aurez le nom du site internet, vous avez les ouvrages de Pierre-Alexandre Nicolas, et après tout le reste, ça dépend de vous. Voilà, soyez curieux, bon chemin et au plaisir. Au revoir. Au revoir.